Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Vous êtes plusieurs centaines d'inscrits pour notre webinaire de ce matin sur la gestion des dispositifs d'épargne salariale dans nos entreprises ou pour les entreprises que vous conseillez, puisque les centaines d'entre vous qui nous suivez ce matin êtes soit responsables dans des entreprises de ces sujets d'épargne salariale, soit courtiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts comptables, qui accompagnaient les entreprises dans la mise en place et le suivi de leurs dispositifs d'épargne salariale. Je suis Jérôme Dédéian, associé fondateur d'ERES. À mes côtés, Olivier de Fontenay, associé fondateur d'ERES. Et donc, on va vous emmener ce matin, si vous le voulez bien, dans notre vision de la façon de gérer les dispositifs d'épargne salariale au mieux de l'intérêt des entreprises et surtout des collaborateurs bénéficiaires, en s'appuyant notamment sur les résultats de notre Argus DFCPE, qui en est à sa 10e édition cette année en 2017 et dont les conclusions sont toujours intéressantes et dessinent des tendances qui permettent de voir comment ça s'améliore progressivement pour l'épargne salariale des gens. Tout d'abord, quelques mots sur RS pour tous ceux d'entre vous qui nous connaissez peu ou mal, et puis pour ceux qui nous connaissez un peu, vous dire où on en est de notre développement. Donc RS est un spécialiste de l'épargne retraite et de l'épargne salariale, c'est d'ailleurs ça que ça veut dire, ERES, épargne retraite et salariale. Notre métier est bien d'accompagner les entreprises dans le déploiement puis la gestion financière des dispositifs d'épargne salariale et de retraite, et par extension de leurs dispositifs d'actionnariat salarié quand elles ouvrent leur capital aux collaborateurs. Nous avons une dizaine d'années d'existence. Nous servons aujourd'hui les salariés de plus de 12 000 entreprises. 3 000 nouvelles entreprises nous rejoignent par an et nous sommes un peu plus d'une trentaine de collaborateurs qui ne faisons que ce métier au service de nos clients sur des grandes entreprises en approche directe et puis sur le marché des professionnels TPE et PME au travers d'un réseau de plus de 2000 experts comptables, conseillers en gestion de patrimoine, courtiers en assurance, que nous formons, que nous animons et qui équipent leurs clients avec des solutions que nous souhaitons à très forte valeur ajoutée. Où se situe cette valeur ajoutée principalement? Et tout simplement dans ce que nous appelons l'architecture ouverte, autrement dit, par opposition à la vision traditionnelle de l'épargne salariale, nous mettons à la disposition dans les plans d'épargne pour les épargnants salariés un grand nombre de maisons de gestion différentes que nous sélectionnons, que nous suivons et que nous assemblons dans l'intérêt évidemment de la diversification d'une part et de la performance d'autre part. Deuxièmement, nous avons un capital intellectuel, un savoir-faire et des outils qui permettent de vraiment tailler la richesse de tous ces dispositifs d'épargne salariale et retraite à la situation de chaque entreprise, quelle que soit sa taille, son contexte actionnarial, géographique ou ses enjeux de budget, d'association à la performance et de partage du profit. Nous avons démarré il y a 10 ans à zéro. Nous gérons donc aujourd'hui 12 000 entreprises, 3 000 nouvelles par an et nos encours d'épargne gérés atteignent 1,7 milliard à la fin de l'année dernière et continuent à progresser cette année. Plus de chiffres à suivre. On va vous parler d'abord d'un petit point général sur le marché de l'épargne salariale en France avant de rentrer sur le choix des produits de placement et leur combinaison dans l'intérêt de la performance et de la maîtrise du risque délivré aux collaborateurs des entreprises. Quelques visions simples pour comprendre en quoi consiste le marché de l'épargne salariale en France. D'abord, un petit rappel sur les dispositifs qui n'est pas forcément inutile, même si vous êtes plusieurs centaines de spécialistes derrière la caméra. L'épargne salariale est un métier comme beaucoup de métiers de flux et de stock. De quoi parle-t-on? On parle de flux, c'est-à-dire de sommes d'argent en euros qui sont versées soit par l'entreprise au titre de ses accords d'entreprise de partage du profit, accords d'intéressement, accords de participation, soit de versements personnels, rapatriement d'anciens plans détenus sur le plan d'épargne d'un ancien employeur, ou désormais, avec une succession de dispositions réglementaires favorables, de transfert, de monétisation de jours de congés non pris pour les transformer en épargne salariale et retraite. Et bien entendu, quand tous ces flux sont placés par le collaborateur avec un enjeu de bénéfice fiscal, de non-imposition sur les plans d'épargne salariale, les dispositifs de gestion des stocks, l'employeur a pu décider de rajouter, d'abonder l'effort d'épargne, c'est ce qu'on appelle l'abondement, un versement de l'employeur qui complète le versement du salarié dans ses plans d'épargne salariale. Ces plans d'épargne sont au nombre de 2. Le très classique plan d'épargne d'entreprise, qui est vraiment le dispositif de base de la gestion de la participation, de l'intéressement et des versements volontaires des collaborateurs, et qui, comme vous le savez, a une durée minimale de blocage de 5 ans, même si les salariés restent en moyenne 8 ans ou plus sur ce qu'ils mettent dedans, avec une dizaine de cas de déblocage anticipé qui en font un produit relativement liquide, qui sont des principaux cas de la vie où on peut avoir besoin d'argent. Et puis le PERCO qui a été créé plus récemment, qui se développe très très fortement, le plan d'épargne retraite collectif,
Alors, plan d'épargne retraite collectif ou logement, puisqu'il est là pour développer une épargne retraite par capitalisation dont on dispose en capital ou en rente au choix le jour où on part en retraite, mais qui permet aussi à tout moment de décider d'acheter sa résidence principale, de financer l'acquisition de sa résidence principale, ce qui en fait évidemment un produit d'épargne longue extrêmement avantageux pour les collaborateurs qui ont la chance d'en bénéficier. Quand l'argent est arrivé sur les plans d'épargne salariale, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, eh bien, les collaborateurs se voient proposer différents produits de placement, plus ou moins risqués, qui s'appellent des FCPE, Fonds communs de placement d'entreprise. Ce sont des produits diversifiés plus ou moins risqués, avec une allocation d'actifs, et qui permettent à chaque épargnant, si le plan est bien monté et si les services et l'accompagnement dont il bénéficie sont correctement dessinés et déployés, de trouver le ou les produits de placement qui correspondent à son projet d'épargne, qu'il s'agisse de financer les études de ses enfants à un horizon assez court terme, ou d'acheter sa maison à un horizon un peu plus moyen terme, ou encore de développer une épargne retraite. Alors, quelle est la réalité du marché de l'épargne salariale en France? Alors, d'abord, il y a un point qui nous tient beaucoup à cœur chez RS, puisque c'est aussi un de nos moteurs de différenciation. Ce marché est historiquement, là vous avez les chiffres pour 2016, concentré entre les mains d'un nombre très limité d'acteurs. Les 5 premiers acteurs de l'épargne salariale en France concentrent 86,5% en 2016 des encours d'épargne salariale des 11 millions de ménages français qui ont des avoirs d'épargne salariale. Ces 5 premiers acteurs ne représentent par comparaison que 50% du marché de la gestion d'actifs ou des produits de placement au sens large en France. Et donc on voit bien que le marché de l'épargne salariale est beaucoup plus concentré que ne l'est le marché de la gestion des placements en général. Et donc ça veut dire qu'il y a de la place pour introduire, ouvrir les fenêtres et introduire un peu de diversification dans les plans d'épargne salariale des bénéficiaires français. Et c'est évidemment ce à quoi nous nous employons chez RS et l'enjeu de développement des offres en architecture ouverte, faisant appel à plusieurs gestionnaires financiers et non pas à un seul. C'est notamment dû au fait que les teneurs de compte, vous savez que le métier est séparé entre la gestion financière et la tenue de compte administrative, et que le métier de la tenue de compte est très concentré entre quelques mains qui sont les banquiers qu'on voit ici. Et donc on retrouve dans la gestion d'actifs la conséquence de la concentration du métier de teneur de compte. Or, cette séparation des métiers, on peut s'appuyer dessus pour bénéficier des investissements industriels des plateformes bancaires qui ont beaucoup progressé en relation de banque directe et en niveau de service aux collaborateurs et puis à l'entreprise et puis aux représentants du personnel, et en revanche aérer un peu l'architecture des plans en améliorant la gestion financière. Alors, toujours sur le marché, par comparaison avec le marché général de la gestion des produits de placement, le marché de l'épargne salariale est encore trop investi en fonds monétaires. En fait, le monétaire représente 31% des encours à fin 2016 en épargne salariale, là où il ne représente que 29% des encours des OPC classiques. Il y a une autre conclusion qui nous intéresse, c'est que le marché de l'épargne salariale est un assez gros pourvoyeur d'actions, donc de financement des fonds propres de l'entreprise. C'est une de ses vertus. On parle vraiment d'épargne longue. Pourquoi est-ce que cette part monétaire peut poser un problème pour la qualité de la gestion financière proposée aux collaborateurs? Parce que, comme vous le savez, les taux d'intérêt sont aujourd'hui négatifs à court terme, et le taux de l'argent au jour le jour est négatif. Et donc le fonds monétaire, qui était souvent le placement par défaut des plans d'épargne salariale, en fait, ne rapporte pas d'argent, voire fait perdre du pouvoir d'achat à l'épargne des bénéficiaires en termes courants et en termes réels, corrigés de l'inflation. Et donc c'est très important que les entreprises s'emparent du sujet et leurs conseils s'emparent du sujet de l'assistance au choix des produits de placement et de l'offre des produits de placement dans les plans d'épargne. Alors, c'est très important pour des raisons évidemment de configuration de marché financier un peu atypique depuis plusieurs années, mais aussi parce que c'est finalement la responsabilité de l'entreprise. En fait, l'épargne salariale est à la convergence de 2 codes principaux, le code monétaire et financier, qui est régulièrement mis à jour, la dernière modification étant celle de la fameuse loi dite Sapin 2, et le code du travail sur l'architecture des accords d'entreprise, de partage du profit, de participation, d'intéressement et le fonctionnement des plans d'épargne. Et dans ce corpus réglementaire, l'entreprise est en fait le démarcheur financier, c'est-à-dire que c'est elle qui est responsable de la cohérence, de la qualité, de la surveillance et de l'information délivrée à l'épargnant salarié sur les produits de placement, fonds communs de placement d'entreprise, qui lui sont proposés dans ses plans d'épargne salariale.
et donc elle est aussi responsable au sens réglementaire de ce plan d'épargne salariale, et donc de mettre à la disposition de ses collaborateurs une gamme de placements adaptés pour que chaque épargnant salarié, en fonction de sa propre situation d'épargnant et de son objectif de placement, puisse trouver chaussure à son pied, c'est-à-dire le ou les placements adaptés en termes de risque et d'horizon d'investissement, qu'il ne prépare pas sa retraite avec un fonds monétaire qui perd de l'argent, mais qu'il ait aussi la possibilité de mettre son argent à l'abri s'il a un cas de déblocage pour acheter sa maison avec rendez-vous chez le notaire dans 3 semaines, où évidemment il doit se mettre à l'abri du risque de marché. Ça, c'est vraiment sur l'étendue de la gamme de placement. Puis il y a d'autres enjeux qu'on va aborder aujourd'hui sur le suivi de son portefeuille et la gestion de son portefeuille dans la durée, c'est-à-dire quelle allocation et quel dynamisme dans cette allocation au fil du temps, notamment dans le cadre du plan d'épargne retraite collectif, le plan plus long orienté retraite des dispositifs d'épargne salariale. Voilà, et le code monétaire et financier est assez clair, hein, les termes qu'il emploie sont sans équivoque. Il parle d'une sélection appropriée de supports de placement et une surveillance de la gestion financière. Donc, une fois que la gamme est en place, ça ne suffit pas. Il faut bien s'assurer dans la durée qu'elle répond à tous les objectifs des salariés épargnants et qu'il n'y a pas un fonds qui n'est pas adapté. Voilà. Et informer les salariés, par exemple, que les fonds monétaires commencent à perdre de l'argent et quelque part de la responsabilité de l'entreprise qui, évidemment, doit se faire accompagner pour diffuser ce genre de message. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment faire pour vérifier que la gamme des produits de placement qui sont proposés à ses collaborateurs ou aux collaborateurs de l'entreprise que l'on conseille dans les plans d'épargne salariale a bien toutes les caractéristiques exigées par la loi et qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise? Eh bien, c'est ce point-là qu'on va essayer d'aborder avec vous aujourd'hui. Alors, on a mis regarder le film vidéo plutôt que la photo instantanée, parce qu'effectivement, on a tendance généralement à présenter une performance arrêtée au 31-12 et qui démarre 1 an, 2 ans, 3 ans avant. Or, aucun investisseur ne rentre dans un fonds le 1er janvier pour en sortir le 31 décembre. Et donc, il faut regarder la vidéo. La vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder toutes les performances sur une durée donnée. Donc, si on regarde par exemple la performance d'un fonds sur 1 an, eh bien, il faut regarder toutes les périodes de 1 an sur ce fonds depuis qu'il existe. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va parler de la fréquence de gain. La fréquence de gain, elle mesure la performance sur toutes les périodes. Donc, on a ici un petit graphe qui présente sur une durée de 8 ans un fonds et son indice de référence. Donc, en bleu, vous avez toutes les performances du fonds sur une période de 8 ans. Et vous avez en brun, en marron, toutes les performances de l'indice de référence. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand la courbe bleue est au-dessus du trait noir et au-dessus de 0, ça veut dire qu'elle a une performance positive. Et en revanche, quand elle passe en dessous du trait noir et en dessous de 0, ça exprime la performance qui est négative. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur la courbe bleue? On voit que sur 3366 périodes de 8 ans analysées, il y a 3366 périodes qui ont une performance positive et il y en a seulement 56 qui ont une performance négative. Autrement dit, pour que nos auditeurs et ceux qui nous regardent comprennent bien, Olivier, ça signifie que, quelle que soit la date à laquelle l'épargnant est rentré dans ce produit de placement-là, que ce soit le jour J ou le jour de la semaine d'après ou le jour suivant, etc., s'il est resté 8 ans dans le placement, il a eu 3366 chances il a 3366 fois sur 8 ans reçu une performance positive et seulement 56 fois une performance inférieure au versement qu'il a fait à cette date. Ce qui fait 98% de périodes avec une performance positive et seulement 2% avec une performance négative. Donc dans ce cas-là, on parlera de la fréquence de gain de 98%. Et donc on voit que par rapport à son indice de référence, ce fonds-là a eu une fréquence de gain supérieure, donc il a créé de la valeur pour l'épargnant salarié par rapport à son indice. Voilà, donc ça c'était l'illustration sur un exemple entre un fonds et son indice de référence. Si on regarde de façon générale sur l'ensemble des FCPE, c'est-à-dire les fonds d'épargne salariale, et qu'on regarde ces fonds sur différentes périodes d'observation, donc par exemple le fonds monétaire sur la première ligne, qui en moyenne a un horizon de placement recommandé de 2 mois, c'est-à-dire que si on regarde tous les fonds monétaires d'épargne salariale, la moyenne de l'horizon c'est 2 mois. Et bien, si on regarde sur 1 an, on est à une fréquence de gain de 80% seulement. C'est-à-dire que dans 80% des cas, un fonds monétaire a été gagnant sur 1 an. Alors c'est évidemment lié à l'évolution récente des taux d'intérêt qui fait que les fonds monétaires maintenant sont en performance négative et ça depuis quelques temps.
Si on regarde les fonds obligataires, dont la moyenne d'horizon de placement recommandé est de 2 ans et 5 mois, là, on a regardé sur plusieurs périodes d'observation, sur 2 ans, sur 3 ans et sur 5 ans. Et on voit qu'on est à des taux de fiabilité, donc de fréquence de gain supérieure à 90, et qui croissent avec la durée, c'est-à-dire que sur 5 ans, tous les fonds obligataires d'épargne salariale du marché ont toujours été en performance positive. Et sur 3 ans, 93% ont été en performance positive. Si on regarde les fonds diversifiés, alors dans les fonds diversifiés, on a des fonds plus ou moins prudents, plus ou moins risqués. Donc en moyenne, on est autour de 4 ans et 9 mois. Mais là, il faut regarder sur un spectre assez large, puisqu'un fonds assez prudent et un fonds dynamique, on est plutôt sur un horizon de placement de 3 ans pour un fonds prudent et sur un horizon de 8 ans pour un fonds dynamique. Et on voit que les fréquences de gains sont très élevées, puisque sur 3 ans, on est à 99%, sur 5 ans à 90% et sur 8 ans à 97%. Donc les fonds diversifiés sont de façon très fréquente, permettent de préserver le capital, que ce soit sur 3 ans, sur 5 ans ou sur 8 ans. Et sur les fonds actions, dont l'horizon de placement recommandé moyen est de un peu plus de 5 ans et 5 mois, eh bien, la fréquence de gain est supérieure à 80% sur 5 ans et proche de 90% sur 8 ans. Alors évidemment, ce sont des moyennes et il y a des fortes variations entre les fonds et entre les gérants. Et ce qui est intéressant quand on regarde une gamme pour une entreprise donnée, c'est de rentrer dans cette analyse-là, mais pour les fonds de l'entreprise, les fonds proposés dans les plans d'épargne salariale de l'entreprise. Certains fonds seront au-dessus, voire même auront 100% pour des fonds actions, ça existe, des fonds actions qui ont 100% de fréquence de gain. Pour d'autres fonds, c'est loin d'être le cas, et il y en a qui sont plutôt à 70, voire à 60%. Voilà, et donc nous aimons beaucoup cet indicateur pour mesurer de la qualité et de la robustesse de la performance qui est délivrée par les gérants financiers des fonds d'épargne salariale, puisque c'est bien la tenue de la promesse que si, en tant qu'épargnant salarié, quelle que soit la date à laquelle j'investis dans le fonds, je respecte la durée minimale d'investissement conseillé associée à ce produit de placement, j'ai la garantie que le process d'investissement du gérant va me rendre mon capital au minimum, assorti d'une performance positive avec une fréquence très élevée. C'est finalement ma maîtrise du risque ou le principal indicateur de ma maîtrise du risque d'épargnant salarié. Voilà, et cet indicateur nous sommes beaucoup plus pertinent que l'utilisation des benchmarks. Vous savez, quand un gérant fabrique un fonds, il fait référence à un benchmark, c'est son indicateur de référence. Et il nous a semblé intéressant de regarder si ce benchmark avait une pertinence. Alors la réponse, elle est variable selon le type de fonds et surtout selon la classe d'actifs sur laquelle il investit, puisque vous savez que les fonds donc, sont classés dans des catégories, il y a les monétaires, les fonds obligataires, diversifiés ou actions. Et en fait, la seule catégorie sur laquelle le benchmark est pertinent, c'est sur les fonds monétaires. Pourquoi? Parce que sur ces fonds-là, tous les gérants utilisent à peu près le même benchmark qui est l'EONIA capitalisé, avec 2 variantes, mais en gros, le benchmark est utilisé par tous les gérants. Donc, quand on se réfère au benchmark, on se réfère à une référence de marché. Sur les autres classes d'actifs, ça n'est pas le cas, puisqu'on voit que le nombre de benchmarks est très élevé par rapport au nombre de fonds. Par exemple, sur les obligations, vous avez 84 fonds analysés et il y a 26 benchmarks différents. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a 3 FCPE par benchmark. Donc on est quasiment à une règle où en fait un gérant choisit son benchmark. Et donc dans ce cas-là, quand on compare un fonds à son benchmark, en fait, on le compare par rapport à une référence qui n'est pas une référence absolue, mais juste un élément qui a été retenu par le gérant et qui correspond en gros à sa stratégie de gestion. Donc quand un document qu'on analyse pour comprendre comment fonctionne un fonds fait référence à son benchmark, il ne faut pas considérer que parce qu'un fonds est proche ou supérieur à son benchmark, il sera bon. Il sera bon par rapport à son benchmark, mais ça ne veut pas dire que dans l'absolu, il sera bon. Et pour comparer les fonds, et pour analyser la performance des fonds, il faut utiliser la fréquence de gain qu'on a vue avant, ou comparer la performance d'un fonds par rapport à ses pairs, par rapport à des fonds comparables auxquels on peut mettre dans son plan d'épargne salariale. Alors cette année, nous avons voulu faire un zoom sur la gestion solidaire. Vous savez que les fonds solidaires, donc les FCPE solidaires, sont obligatoires désormais dans les plans d'épargne salariale, que ce soit les PE ou les PERCO. Or, il s'avère, quand on discute avec les chefs d'entreprise, avec les représentants du personnel, qu'il y a parfois une confusion entre l'ISR, l'investissement socialement responsable, et l'investissement solidaire. Donc, on a souhaité rappeler la différence entre les deux, car ça n'a vraiment rien à voir.
L'ISR, c'est un investissement socialement responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gérant investit dans des entreprises cotées et qu'il va utiliser pour faire sa sélection de valeurs des critères financiers et aussi des critères extra-financiers qui sont de 3 ordres, d'ordre environnemental, des critères sociaux et des critères de gouvernance d'entreprise. C'est sous le sigle ESG. Le solidaire n'a rien à voir. Le solidaire a pour vocation l'investissement solidaire a pour vocation de financer le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est quoi ce secteur? C'est généralement des associations, des sociétés coopératives et des entreprises non cotées. Et ce qui les réunit, c'est qu'elles ont pour objectif principal la recherche d'une certaine utilité sociale. Alors c'est un objectif principal car il utilise plus des 2/3 des ressources de l'entreprise et ça se matérialise dans son compte d'exploitation par plus de 2/3 des charges. C'est quoi la recherche de l'utilité sociale? C'est 3 grandes thématiques en France. C'est l'insertion emploi, donc j'aide des gens à retourner dans l'emploi et à sortir du chômage. C'est le logement social, donc c'est loger des gens qui n'ont pas les moyens de se loger par eux-mêmes dans des logements privés. Et c'est le microcrédit qui soutient les micro-entreprises, activités délaissées par les établissements bancaires traditionnels. Et par ailleurs, on demande à ces entreprises, pour qu'elles soient incluses dans le secteur solidaire et qu'elles soient éligibles au fonds solidaire, qu'il y ait une certaine maîtrise de la rémunération des dirigeants. Et on a fixé un seuil à 10 fois le SMIC. Donc on voit bien qu'entre l'ISR et le solidaire, il n'y a pas de rapport. Néanmoins, parfois, certains fonds sont à la fois ISR et solidaire. Si on regarde le marché en grande masse, on a en fonds commun de placement d'entreprise hors actionnariat 74 milliards d'euros en France à fin 2016. Sur ces 74, 24 milliards sont investis en ISR, en investissement socialement responsable, et 6,2 milliards sont investis en solidaire. Qu'est-ce qu'on voit sur le graphe? On voit qu'une partie des fonds solidaires, à hauteur de 4,9 milliards, sont à la fois solidaires et ISR, et une partie, 1,3 milliard, sont solidaires mais ne sont pas ISR. Alors comment c'est possible? Eh bien c'est possible parce qu'un fonds solidaire, en fait, n'investit qu'une partie des avoirs dans l'économie solidaire. Il investit entre 5 et 10% du fonds, pas plus, et le reste est investi de façon classique. Et donc le reste peut être investi en ISR. Sur la gestion ISR, elle se développe. Il y a eu une forte croissance entre 2016 et 2014 de 25%. On analyse cette croissance parce qu'elle est parfois, et même souvent, tirée par une transformation de fonds existants. Ça a été le cas sur les 2 dernières années, puisque la moitié de la croissance, en fait, est liée à une transformation de fonds qui avant n'étaient pas ISR et qui, entre 2014 et 2016, sont devenus ISR. Donc ça n'était pas une démarche volontaire des salariés de souscrire dans ces nouveaux fonds. C'est le gérant qui a décidé d'appliquer désormais à un fonds des critères ISR. Néanmoins, ça reste en croissance. Sur l'ISR, on avait fait une étude il y a 2 ans qui reste d'actualité parce que le sujet n'est pas évident à comprendre. Et quand on regarde l'information disponible pour mieux comprendre la sélection de valeurs, c'est à notre goût insuffisant. Et on n'est pas le seul à le dire puisque l'AMF a confirmé ce point. Pourquoi? Parce que seulement 1/3 des sociétés affichent le taux de sélectivité. Le taux de sélectivité, c'est en fait le filtre, c'est l'épaisseur du tamis. Et on s'attendait à ce que toutes les sociétés de gestion nous expliquent si elles retenaient parmi la sélection de valeurs sur des critères financiers, si elles retenaient 10, 20, 30, 40, 60% de valeur. Application des critères extra-financiers. Voilà. Seulement 29% des sociétés de gestion donnent la note ESG des principales valeurs du portefeuille. Or, on a vu que les critères de sélection extra-financiers, les fameux critères ESG, étaient l'essentiel de la stratégie d'investissement. Là encore, on s'attendait à ce que toutes les sociétés donnent la note ESG des principales valeurs du portefeuille. Ensuite, aucune n'affiche la liste complète des investissements. Or, une des difficultés de l'ISR est que chacun a un peu sa propre définition de l'ISR. Et chacun met une pondération entre l'environnemental, le social et la gouvernance. Malheureusement, aucun gérant ne publie la liste complète, en tout cas de façon facilement accessible. Et donc, c'est difficile à chacun de se dire si la définition qu'a retenue le gérant est conforme avec ses propres opinions. Et enfin, il n'y a que 24% des sociétés de gestion qui communiquent sur la note globale ISR du portefeuille.
là encore, puisque on a dit qu'on sélectionnait des valeurs sur cette note globale, on espérait qu'on donne une indication sur la qualité ISR du portefeuille. Voilà, donc l'ISR se développe, il se développe en épargne salariale, il se développe quand même significativement par transformation de fonds existants et non pas par choix volontaire des épargnants. Mais on l'a dit il y a 2 ans et l'AMF l'a redit cette année, l'information disponible pour l'épargnant pour comprendre la nature des filtres extra-financiers qui sont appliqués est insuffisante pour qu'il puisse vraiment prendre en main ses investissements. Donc il y a du progrès à faire de ce point de vue-là. Alors, revenons au solidaire. Donc, on a traité l'ISR. Donc, le solidaire représente aujourd'hui, les FCPE solidaires représentent 8,4% des encours totaux des FCPE. Donc, c'est déjà une part significative. On a vu que le fonds était obligatoire dans le dispositif, mais c'est vrai que là, il faut une démarche volontaire des salariés pour choisir ce fonds-là. Et on a dit aussi que dans un FCPE solidaire, une partie seulement était investie en solidaire. C'est ce qu'on voit sur ce graphe, puisque dans les fonds solidaires, il n'y a que 6,5% des encours qui vont réellement investir dans le solidaire. Pourquoi? Parce qu'on a un ratio minimum et un ratio maximal on doit être entre 5 et 10% en investissement solidaire. On ne peut pas être en dessous de 5 et on ne peut pas être au-dessus de 10. Et donc on constate en moyenne 6,5% d'investissement solidaire au sein des FCPE classés solidaires dans les plans d'épargne. Ça se situe bien entre le 5 et le 10 et ça permet, j'imagine, sur la partie qui n'est pas investie en solidaire, d'absorber des chocs de marché pour éviter d'être en dépassement de ratio et à la hausse ou à la baisse et de se faire taper sur les doigts par l'autorité des marchés financiers qui contrôle donc toutes les sociétés de gestion et particulièrement les sociétés de gestion d'épargne salariale. Voilà, et donc le reste des fonds solidaires sont investis comme les autres fonds, et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit 50% en diversifié, qui est la partie gris-vert, 33% en actions et 9% en obligations. Donc quand on achète un fonds solidaire, en fait on achète un fonds qui investit de façon classique, et une partie finance l'économie solidaire, et pour faire un raccourci, on peut dire que cette poche rapporte 0. Donc ce n'est pas du don, ce n'est pas de l'argent qui est donné à une association, elle sert à financer, donc soit on peut acheter des actions parce que c'est une entreprise, soit si c'est une association par exemple, on va financer l'association avec des billets à ordre, donc une sorte d'obligation qui sera remboursée et qui aura donné lieu au paiement d'un coupon. D'un coupon avec un taux d'intérêt extrêmement bas par rapport à des conditions de financement normales que ces associations pourraient trouver. Et c'est là où cet effort de financement de l'économie solidaire permet d'envoyer de l'argent à moindre coût pour financer ces projets. Voilà, et le coût en termes de performance ou la sous-performance pour l'épargnant est limité puisqu'on a en moyenne 6,5, donc le reste du portefeuille, les 93,5% rapportent comme les autres fonds, et donc ça peut inciter des salariés à financer à moindre coût et sans renoncer à une grosse partie de performance. Alors rapporte comme les autres fonds, mais cette partie qui n'est pas investie solidaire au sein du FCPE solidaire, il y a un point qui est important à comprendre, c'est que son profil de risque varie considérablement. On va du monétaire avec une partie solidaire, au fonds action avec une partie solidaire. Donc ça veut dire que pour les épargnants salariés, une des informations clés à laquelle ils doivent faire attention quand ils choisissent un fonds solidaire, c'est est-ce que le reste de la gestion qui n'est pas investi en solidaire, donc tout ce qui n'est pas dans ces 6,5% en moyenne, correspond bien à mon profil de risque en termes d'horizon de temps, plus ou moins risqué. Si c'est en action, c'est pas du tout pareil que si c'est en fonds prudent. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces 6,5 investis en solidaire? D'abord, combien ça représente? Alors déjà, ces 6,5, ça représente quand même 400 millions d'euros qui vont irriguer le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors 400 millions, c'est à la fois beaucoup d'argent et pas beaucoup. Rapporté au secteur de l'économie sociale et solidaire, qui reste un petit secteur d'activité, ça fait beaucoup. Et surtout, s'il y avait trop d'argent, il n'y aurait pas assez de projets en face, enfin de projets de qualité pour investir. Donc de toute façon, le montant, quand on demande aux acteurs de ce secteur, ils répondent tous que les mannes financières qui arrivent sont suffisantes. Voilà. Et l'épargne salariale est le premier contributeur à l'économie sociale et solidaire, parce qu'elle représente plus de 60% de son financement. Donc c'est vraiment le premier contributeur et de loin. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces 400 millions? En fait, ces 400 millions, ils sont répartis entre des actions et des billets à ordre. Donc les actions, soit dans des entreprises solidaires, soit dans des... on va voir plus tard des financeurs solidaires, et le reste, donc 37%, dans des billets à ordre. Donc les billets à ordre, ce sont des sortes d'obligations. Donc on paye un taux d'intérêt et on rembourse le nominal à la fin de la période. Un billet à ordre moyen, c'est sur 5 ans et ça rapporte entre 1,5 et 2% par an. Donc ce sont des taux minorés volontairement qui sont adaptés à l'économie sociale et solidaire. Et c'est surtout, ça remplace
généralement, ça finance le BFR, le besoin en fonds de roulement de l'entreprise ou de l'association, que la banque, en fait, ne veut plus financer. Ou en tout cas, pas à ces conditions-là. Alors, comment est-ce qu'un FCPE va investir? On voit que ce sont des micro-projets, généralement, ce sont des toutes petites associations ou des toutes petites entreprises, et donc il est très difficile d'aller directement dans les entreprises solidaires. Il y a quand même 44% des FCPE qui font ça, mais 100% passent surtout par ce qu'on appelle des financeurs, qui sont en fait des centralisateurs qui recueillent l'argent et qui ensuite ont un réseau local très implanté qui va permettre de redistribuer l'argent. Donc, typiquement la CIFA, la SICAV France Active, a un réseau dans les collectivités locales, donc ils connaissent très bien les projets au plan local et ils peuvent tirer sur les fonds propres de la CIFA pour aller financer ces projets. Pour d'autres, ils vont préférer une politique favoriser une politique de logement social et ils vont utiliser Habitat Humanisme. Donc vous voyez que 67% des fonds d'épargne salariale utilisent Habitat Humanisme, 84% investissent dans la CIFA. Donc il y a quelques grands acteurs, donc on appelle les grands financeurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont les véhicules utilisés par les gérants de l'épargne salariale. Ces étapes sont indispensables car elles permettent de gérer la liquidité, puisque en tant que gestionnaire d'épargne salariale, on doit assurer la liquidité de l'épargne aux épargnants, c'est-à-dire que s'ils nous demandent racheter les parts de son fonds, on doit le lendemain lui envoyer les sommes. Et cette économie, on voit bien, est non cotée et elle n'est pas liquide. On ne peut pas vendre les actions qu'on a à la CIFA du jour au lendemain. On ne peut pas vendre des actions d'une entreprise solidaire dans laquelle on est rentré du jour au lendemain. Et donc, il faut passer par des étapes intermédiaires pour assurer cette liquidité et irriguer quand même des montants très importants. C'est un schéma qui, à notre connaissance, n'est pas répandu dans les autres pays et beaucoup de pays le regardent avec intérêt pour essayer de le répliquer chez eux, se rendant compte que ça apporte un financement à la fois peu risqué pour l'investisseur, hein, on a vu, il y a 6,5% de son investissement et en plus tout est liquide, et en même temps qui apporte des nouvelles sources de revenus à cette économie. Finalement, en théorie macroéconomique, cet effet d'agence de ces financeurs, de ces concentrateurs qui font le relais entre le flux de collecte qui a vocation à s'investir en solidaire et le terrain capillaire, c'est-à-dire chacun des micro-projets de l'association qui a besoin d'un billet à ordre de 500 € pour acheter un vélo pour faire démarrer le projet, vraiment ce relais entre la concentration des flux et le relais avec la connaissance fine capillaire de l'économie sociale et solidaire de terrain, unique au monde, et cet effet d'agence est nécessaire pour permettre le financement de l'économie solidaire. C'est comme ça que l'épargne salariale est devenue le premier financeur de l'économie solidaire, ce qui n'existe pas dans les autres pays. Alors, on change complètement de thème et on part sur les fonds à promesses. Les fonds à promesses sont là aussi des inventions françaises avec des fonds qui… alors, on pose la question, est-ce qu'un fonds à promesses, est-ce que cette promesse est purement marketing? L'idée du fonds à promesses, c'est d'offrir à la fois de la performance et de la garantie. Or, on sait que généralement, en contrepartie de la performance, il y a du risque. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe? On voit 3 fonds, on voit un fonds garanti et 2 fonds classiques. On peut peut-être donner un exemple, parce que vous l'avez peut-être rencontré dans les offres commerciales des différents prestataires d'épargne salariale ou dans votre entreprise. En fait, on va dire par exemple qu'à tout moment, l'épargnant rentre dans ce fonds et qu'on lui promet qu'il ne pourra jamais récupérer moins que, par exemple, 90% du montant qu'il a investi, quelle que soit la date à laquelle il est rentré et la date à laquelle il sort, ou encore 90% de la plus haute valeur liquidative jamais atteinte par le placement dans lequel il est rentré, là encore, quelle que soit la date à laquelle il est rentré. Il est rentré. Voilà, et donc ces techniques de gestion brident en fait le gérant parce qu'elles jouent leur rôle à la baisse. C'est-à-dire que quand il y a une baisse importante, effectivement, le gérant va assumer sa promesse, donc le fonds ne va pas pouvoir baisser plus que par exemple 90% de la valeur la plus élevée. Mais on voit sur le graphe que donc après la baisse, eh bien, les fonds se rejoignent, hein, le fonds bleu clair, le fonds rouge et le fonds bleu foncé sont à peu près au même niveau en mi-d'année 2011. Mais lorsque les marchés commencent à remonter, on voit que le fonds bleu clair, qui est un fonds classique, arrive à remonter avec le marché, alors que les deux fonds, le fonds garanti qui est en bleu foncé, a plus de mal à remonter. Et en fait, il est pendant X mois, voire années, condamné à ne pas encore investir car il doit continuer à assurer sa promesse. Et le coût de cette promesse nous paraît trop élevé par rapport au surcroît de performance, enfin par rapport à la garantie de la performance qu'il ne délivre pas. Alors, on a regardé de façon un peu plus précise 3 fonds. Donc, Jérôme a décrit la formule du capital protégé, qui est
à peu près la même dans les trois fonds. Ils ont un profil de risque qui est le même. Ils ont été lancés, alors généralement ces fonds-là sont lancés après les crises financières parce que c'est plus simple, ça va être plus simple d'assurer la promesse après la crise qu'avant. Mais on voit ces fonds garantis en 2016 ont eu des performances entre moins 0,68 pour le fonds B et 0,28 pour le fonds C. Là où des FCPE avec le même niveau de risque, donc de type 3 sur 7, ont eu en moyenne une performance de 1,74%. Et si on regarde sur 3 ans, car quand on regarde une année, ça ne suffit pas, mais si on regarde les performances annualisées sur 3 ans, alors c'est vrai qu'on a eu 3 années haussières, hein, mais c'est bien, c'est ce qu'on dit, c'est que dans les années haussières, les fonds à promesse sont moins performants. Eh bien, le fonds A a délivré une performance moyenne annualisée de 1,9, le fonds B une perte annualisée de moins 0,65 et le fonds C un gain de 1,60 par an. Alors que sur la même période, en performance annualisée, les FCPE avec le même niveau de risque, en moyenne, ont délivré 2,39% par an. Et donc, cet écart de performance, on a du mal à le récupérer, puisque on parle de fonds relativement prudents, et dans les cas de marché très compliqués, généralement, le gérant d'un fonds classique évite une perte de toute façon supérieure à 10% de la valeur la plus haute. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Donc notre conclusion sur ces promesses qui fleurissent à intervalles réguliers dans les offres des grands acteurs, c'est que finalement c'est un produit, si vous nous passez l'expression, plutôt un produit de banquier, c'est-à-dire que c'est un produit qui est facile à vendre, car sa promesse est séduisante. Hein. Je te promets que quelle que soit la date à laquelle, en tant qu'épargnant, tu rentres dans ce fonds, tu ne pourras jamais récupérer moins que 90% de la plus haute valeur jamais atteinte par ce fonds, quelle que soit la date à laquelle tu sors. Mais ces fonds sont généralement payés très cher en termes de déperdition de rendement, car ils se lestent de monétaire dans les creux de marché dès le premier retournement et ne peuvent plus jamais se resensibiliser pour capter les hausses. Et donc, ils sont moins performants que des fonds classiques où le temps annule le risque et on n'a pas besoin de cette garantie. Alors, sur les frais, on va devoir passer assez rapidement. Bon, il y a des types de frais assez différents dans les fonds. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Ce qui est important comme message, c'est de comprendre que quand on compare les fonds d'épargne salariale avec les autres fonds proposés aux épargnants dans l'épargne classique, ils ont des frais inférieurs. C'est d'ailleurs un message qui a été relayé par l'AMF, qui a fait la même analyse que nous et qui est arrivé aux mêmes conclusions. Et on voit ici qu'en moyenne, en général, c'est la partie de droite, les FCPE ont des frais réels qui incluent, on va dire, tous les frais récurrents du fonds sont de 1,27%. Alors que les FCP et les SICAV ont des frais courants de 1,40%. Voilà, de quoi définitivement tordre le cou à l'idée reçue fausse que la gestion de l'épargne salariale est plus coûteuse que la gestion classique. Elle est moins coûteuse que la gestion classique. Par ailleurs, les frais des FCPE ont baissé de 6% sur les 2 dernières années. Donc c'est aussi une tendance positive. Dernier aspect, les fonds c'est important, mais il faut aussi combiner ça avec les services, car un des problèmes en épargne salariale, c'est que les salariés ont du mal à choisir, ou plutôt qu'ils choisissent mal, ou qu'ils ne choisissent pas. Et quand ils ne choisissent pas, on applique le choix par défaut du règlement du plan d'épargne, et ce choix par défaut est très souvent, en tout cas dans le PE, le fonds monétaire. Or, 86% des fonds monétaires d'épargne salariale ont eu une performance négative en 2016, et en moyenne, la performance des fonds monétaires a été de moins 0,14%. Donc désormais, les fonds monétaires ne garantissent plus le capital. Au contraire, on peut même dire qu'ils vont quasiment, de façon certaine, réduire l'épargne des salariés. Et ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat, puisque si on rapporte ça à l'inflation est peu élevée, mais enfin elle est quand même là. Et donc on cumule des pertes de pouvoir d'achat. Et ça, si on ne l'explique pas, et on revient au début sur l'importance et le rôle que doit jouer l'entreprise vis-à-vis de ses salariés sur le choix de la gestion financière. Il doit s'assurer que la gamme est équilibrée, mais il doit aussi communiquer aux salariés ce qui se passe. Il faut communiquer sur le fait qu'aujourd'hui, un fonds monétaire, dessus, on perd de l'argent. Alors, on a dit le salarié a du mal à choisir, donc pour ça, il faut l'aider à choisir. Et on a un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser. Alors, nous avons tous les outils de communication. Les acteurs d'épargne salariale, de façon générale, ont fait beaucoup d'efforts, notamment avec des tutoriels, des vidéos, et donc RS fait ce genre d'outils parce qu'il parle plus aux salariés que le courrier en 3 pages noir et blanc
que personne ne va lire. On retrouve les informations dans les livrets d'épargne salariale et on a, nous, une façon de diffuser avec notre blog où on diffuse des articles qui se veulent vulgarisateurs sur les différents sujets de gestion financière, de choix et de partage du profit en général. Une deuxième façon d'améliorer, on va dire, l'offre proposée, c'est d'ouvrir l'architecture. Généralement, les prestataires d'épargne salariale proposent un seul gérant, c'est celui de la banque qui a proposé le dispositif. RS il propose depuis 10 ans maintenant une architecture ouverte, c'est-à-dire qu'il fait appel à des gérants externes. Nous n'avons rien à vendre à part la gestion des autres. Et nous assurons une sélection indépendante de ces gérants. On les retrouve dans notre gamme de fonds qui va être plus ou moins large dans le dispositif de l'entreprise. Mais on pense que cette architecture ouverte, qui d'ailleurs a fait le succès de l'assurance vie, aura le même succès en épargne salariale. Aujourd'hui, nous proposons l'accès en standard à plus de 22 maisons de gestion, ce qui évidemment est considérable. Voilà, on a aussi une réponse qu'on ne peut pas appeler robot, mais dans le PE, pour les salariés qui ont du mal à choisir, on a créé un outil qui s'appelle la gestion pilotée, qui s'inspire de la gestion pilotée retraite, qui existe dans le PERCO, avec un système de désensibilisation. Là, c'est un système de diversification, puisque le salarié n'a pas à choisir entre les différents fonds. Il va être automatiquement réparti sur plusieurs fonds et un large nombre de gérants. Et ensuite, son portefeuille va être équilibré automatiquement tous les trimestres pour bénéficier à la fois de la baisse et de la hausse des marchés financiers sans qu'il ait à intervenir et de façon gratuite. Donc, les fintechs sont déjà présentes en épargne salariale. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Il nous reste quelques minutes pour des questions que vous pourriez avoir et que vous pouvez nous poser via le système de webinaire. Alors, on a une question sur est-ce que les salariés français sont satisfaits de leur épargne salariale? Alors, on n'a pas d'enquête à proprement parler sur ce sujet-là. On a des enquêtes sur les entreprises. Alors, des enquêtes sur les entreprises, oui, qui disent qu'elles sont plutôt satisfaites, et notamment grâce aux gros investissements industriels de services que les plateformes bancaires de tenue de compte ont réalisé ces dernières années, en investissement informatique bien sûr, mais aussi investissement humain. Le personnel est de plus en plus qualifié et dispose d'outils pour servir bien les entreprises et les collaborateurs. Mais nous, il y a une statistique qu'on aime beaucoup et qui sort tous les ans, puisque la médiation de l'AMF a un accès direct aux épargnants d'épargne salariale. C'est d'ailleurs le seul accès direct avec l'épargnant qu'a la médiation de l'AMF dans le procédure ou son champ de périmètre. Et elle a reçu l'année dernière, c'était marqué dans son rapport, 186 demandes de médiation relatives à l'épargne salariale, alors que nous rappelons que les dernières statistiques de marché nous font penser qu'il y a 11 millions de comptes d'épargne salariale qui sont ouverts. Si vous rapportez 186 demandes de médiation qui ensuite, quand elles sont traitées, se soldent par est-ce qu'il y avait eu une erreur du banquier ou pas, à 11 millions de comptes, vous voyez un taux de qualité que je crois aucun domaine de l'épargne ou du crédit ou de la banque n'atteint comparativement par exemple aux problèmes de qualité qu'on peut rencontrer dans d'autres secteurs. En fait, 186 demandes par an à la médiation sur 11 millions de comptes, c'est finalement un taux de qualité extraordinaire. On peut en déduire que les investissements industriels et la qualité de service normée des prestataires d'épargne salariale, qui s'est largement amélioré ces 15 dernières années, donnent un taux de qualité qui est extrêmement satisfaisant, peut-être le plus satisfaisant du marché de l'épargne aujourd'hui. Alors, on a pas mal de questions, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir répondre à toutes. On a une question sur le fonds PME. Alors, vous savez, effectivement, il y a des fonds PME qui ont été introduits par la loi Macron, notamment dans la gestion des PERCO. Et la question était, est-ce qu'on inclurait ce fonds PME dans la gestion pilotée du PE? Pour le moment, ça n'est pas d'actualité. On a d'autres idées pour la gestion pilotée du PE, notamment avec un fonds dit patrimonial, c'est-à-dire qui irait chercher une diversification. Donc, plutôt que de concentrer sur un investissement en PME, on irait chercher une diversification, notamment avec la nouvelle possibilité d'investissement dans les OPCI, donc dans l'immobilier, qui là aussi a été ouverte par la loi Macron. On a une question sur les comptes courants bloqués et de savoir ce qu'on en pense. Alors là, c'est une question assez simple. Le compte courant bloqué, c'est un peu le dinosaure de la gestion de la participation à la PAPA d'il y a quelques années. En quoi ça consiste? Ça consiste à faire en sorte que la participation aille dans le bilan de l'entreprise pour financer son besoin en fonds de roulement. Et donc, c'est l'entreprise qui fait la caisse d'épargne et qui assure la rémunération. Ce dispositif est en train de mourir lentement pour deux raisons. D'abord parce que le taux minimum de rémunération du compte courant bloqué par l'entreprise est assez élevé par rapport à ses conditions de financement dans le contexte de taux d'intérêt aujourd'hui. Et deuxièmement parce que tout le monde s'est rendu compte que
à quelques très rares exceptions près, ce compte courant bloqué était soit utilisé par des patrons propriétaires qui se servaient des taux d'intérêt très élevés juste pour eux, soit en fait mettait à risque l'épargne des salariés, puisque finalement, en cas de pépin sur la viabilité de l'entreprise, les épargnants peuvent voir leur épargne non remboursée. Il y a l'assurance de l'AGS, l'assurance de garantie des salaires, qui couvre normalement les comptes courants bloqués, mais on sait que tout ce que l'AGS a à rembourser quand une entreprise tombe, notamment les congés payés, les salaires non payés, etc., passe largement avant l'épargne salariale. Et donc, au fond, il n'y a pas de possibilité d'assurer, comme dans un système classique de gestion de fonds communs de placement avec une banque dépositaire et tous les contrôles de l'épargne en France, la sécurité de l'épargne dans le cadre d'un compte courant bloqué. Donc, taux d'intérêt beaucoup moins attractif qu'il a pu l'être et risque sur le bilan de l'entreprise nous font penser que progressivement, et c'est ce qu'on constate, le compte courant bloqué va disparaître du paysage. Alors, on a des questions pour savoir si le support de la présentation sera disponible, etc. Alors, sachez qu'on va relayer les résultats de l'étude sur le blog, sur partageduprofit.com. Donc, ça va être diffusé, mais de façon régulière et partielle. En fait, on va publier un certain nombre d'articles sur tous les sujets qu'on a abordés. Donc, vous aurez sur partageduprofit.com. Et pour ceux qui veulent recevoir les articles, donc il y a notre newsletter qui permet de recevoir une sélection d'articles tous les mois. On a une question sur les fonds dédiés, s'ils sont amenés à disparaître. Alors, ça c'est très intéressant puisque vous savez qu'il y a les fonds dédiés investis en actions de l'entreprise, dans les mécanismes d'actionnariat salarié, très développés dans les grandes entreprises cotées, assez peu, même si on s'y emploie dans le non coté. Et puis, il y a tous les fonds diversifiés, plus ou moins risqués, avec des fonds multi-entreprises, l'essentiel des gammes de produits proposés à toutes les TPE, PME et parfois à des grandes entreprises. Et puis, des fonds dédiés diversifiés, c'est-à-dire vous avez un fonds équilibré ou prudent, proposé seulement aux collaborateurs d'un grand groupe. Ces fonds ont tendance à disparaître, les gammes se rationalisent, les acteurs traditionnels, en fait, essayent d'industrialiser et de passer en fonds multi-entreprises, même chez les grands clients. Et en fait, il y a un endroit où on se remet à créer des fonds dédiés diversifiés, c'est chez RS, pour nos grands clients, puisqu'on se rend compte que notre architecture ouverte, c'est-à-dire sélection de gérants sans conflit d'intérêts, qui nous permet de tenir compte éventuellement de contraintes de pools bancaires ou d'assurance émanant des directions financières, ou de desiderata des partenaires sociaux ou des DRH sur l'univers de sélection, retrouve du poil de la bête dans ce genre d'environnement, c'est-à-dire qu'elle crée une vraie valeur compte tenu des spécificités de l'entreprise, quand le volume le justifie bien sûr, par opposition à la réplication en fonds dédiés de la gestion industrielle classique du grand acteur bancaire qui ne tient pas compte des spécificités de la boîte. Donc oui, ça diminue, la tendance est à la diminution des fonds dédiés diversifiés et à l'essor des fonds multi-entreprises, mais chez nos grands clients, nous nous sommes remis à faire du fonds dédié avec des allocations spécifiques, tenant compte du contexte de l'entreprise, et ça rencontre un succès certain, surtout quand on peut s'en servir pour mettre en cohérence, et notamment sur la gestion action, les compartiments longs de la gestion de dispositifs d'épargne salariale, dans le PERCO par exemple, en retraite, et de dispositifs assurantiels à cotisation ou à prestation définie. Évidemment, c'est beaucoup plus simple à suivre pour l'entreprise et beaucoup plus simple à comprendre pour l'épargnant salarié. Dans ces dispositifs de retraite, qu'ils soient côté assurantiel ou côté épargne salariale PERCO, il a la même gestion financière avec la même valeur liquidative. On a une question sur les évolutions attendues suite à l'élection d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu d'informations très précises dans le programme présidentiel sur ce sujet. On n'a pas, à notre connaissance, dans le programme des législatives, plus de précisions. À ce stade, évidemment, on surveille. Donc, sur partageduprofit.com, vous serez informé des évolutions prévues et d'éventuellement de notre capacité commune d'influence sur ces évolutions. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'économie, avant même d'être président de la République, a beaucoup fait pour l'épargne salariale dans la deuxième partie de sa loi croissance et activité de 2015 et pour l'actionnariat salarié, qu'il a plutôt la matière à la bonne. Et on rappelle que dans son équipe rapprochée, il y a des gens qui s'en sont vraiment occupés et qui sont des acquis de la cause du partage du profit. C'est vrai que la France a besoin de réformes, on en est tous conscients, et vous savez qu'on est assez militants chez RS, et donc on milite évidemment pour qu'à l'occasion des efforts de réforme qui vont être demandés à la population, toutes catégories confondues, les clauses de partage du profit se diffusent. Vous pouvez évidemment compter sur nous pour continuer avec la place et en notre nom propre à pousser le catalogue de mesures que nous avons, le corpus de mesures que nous avons élaboré déjà avec vous tous, souvent en interaction avec vous depuis de nombreuses années déjà. Voilà, je crois qu'on a traité les principales questions et puis comme je vous le disais, donc on publiera sur Partage du Profit les principales conclusions de l'étude. Voilà. Merci de nous avoir suivis attention. Et à bientôt. À bientôt.